Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regarderez. Mais sachez que vous êtes sur la chaîne H-Live, la chaîne de la communauté haïtienne de France, et toujours l'émission Haïti littéraire à l'antenne. Nous vous donnons rendez-vous autour des livres, de tout ce qui fait l'actualité culturelle, et nous sommes au mois de novembre. Bientôt, c'est le Salon du Livre à Paris. Cela fait plus de 10 ans depuis qu'il y a un salon de livres haïtiens à Paris, et c'est toujours à la mairie du 15e arrondissement. Évidemment, qui dit salon, dit organisation, dit logistique. Et derrière ce salon du livre à Paris, nous avons sur le plateau deux personnes qui préparent dans les coulisses ce salon du livre. Il s'agit de Josette Briffayer Thomas et son mari qui est à côté d'elle, Jean-Claude Briffayer. Nous allons parler du salon et nous allons profiter aussi, et Josette, pour parler de Haïti Futur. Et nous allons parler avec Jean-Claude aussi, qui est un grand collectionneur de timbres, de tout ce qui se fait en Haïti. Et si je dis que vous êtes le meilleur collectionneur d'Haïti, est-ce que vous l'accepterez ou bien vous le... Je le pondérerai. Je dirais, je suis parmi les plus grands collectionneurs d'Haïti, mais je ne les connais pas tous, et ceux que je connais sont parfois dans leur spécialité supérieurs à moi. Mais celui qui embrasse le plus de sujets, c'est probablement moi qui m'intéresse le plus à que ce soit des documents, des livres, les timbres, les cartes postales, les photos, les boutons militaires, les cartes d'état-major, etc. Le tramway haïtien. Oui, aussi, ouais, voilà. À travers les photos. Mais plus sérieusement, Jean-Claude, c'est toi qui as découvert ce document qui s'appelle le rapport Mako. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, et qui est au cœur de ce livre que vous avez copublié avec plusieurs historiens haïtiens, Marcel Dorini, qui est mort, Jean-Marie Théodate, qui est géographe, Gousti Gaïa, qui est historienne, et Jean-Claude et toi. Alors, dites-nous et ce rapport Mako, ce livre. Bon, alors je ne vais pas refaire toute l'histoire, puisque comme je suis sur une télévision haïtienne, et il y a un public qui est averti. Donc en 1825, Charles X impose à Haïti le paiement d'une dette. Mais pour la poser, il envoie une armada militaire, et à sa tête le baron de Mako, qui va faire avaler l'ordonnance de Charles X qui impose une dette de 150 millions de francs or, et le baron de Mako va rester une dizaine de jours à Port-au-Prince, et à son retour il écrit son rapport de mission à son ministre. Donc c'est un rapport, je dirais, qui est fait pour les archives du ministère, qui n'a pas vocation à être publié, je dirais, dans la presse. Et il explique comment, de son point de vue, s'est passée cette mission. Et c'est un rapport très intéressant, puisque tous les dessins écrits avec un EIN du gouvernement de Charles X sont expliqués. Et on comprend effectivement l'objectif de cette rançon qui est réclamée à Haïti. Et il l'écrit à travers un rapport que j'ai retrouvé sur Internet en vente aux enchères. Et on s'est dit, il faut que ce rapport soit public. Voilà. D'où l'édition de ce livre. Mais en même temps, publier ce rapport de Mako sans le contextualiser, sans expliquer, je dirais, qu'est-ce qui se passait à l'époque du point de vue haïtien, qu'est-ce qui se passait à l'époque du point de vue français, et aussi du point de vue, je dirais, latino-américain. Et on s'est dit, il faut qu'on regroupe un certain nombre d'auteurs. Donc, pour expliquer le rapport. Voilà, et en tout cas pour le contextualiser. Jean-Marie Théodat pour expliquer le contexte géopolitique des Caraïbes à l'époque. Gousti Gaillard pour expliquer le point de vue du gouvernement haïtien avant et après. Et aussi Marcel Dorini, qui est malheureusement décédé, pour expliquer la situation française à l'arrivée de Charles X.
puisqu'on sort de la Révolution française pour passer au retour de la monarchie, Charles X étant le roi qui disait que la Révolution n'avait pas existé. Voilà, y compris pour Haïti d'ailleurs. Ouais. Bon. Alors, revenons-en à notre sujet de ce soir. Alors, Josette et Thomas Bouffat, c'est vous qui a eu l'idée d'organiser chaque fin d'année ce salon du livre à Paris. Tout à fait. Alors, cette année, c'est en novembre. D'ordinaire, c'est le premier week-end du mois de décembre. Tout à fait. Oui. D'habitude, c'est le premier. Donc, nous sommes à la 12e édition du Salon du Livre haïtien à Paris. Et d'habitude, c'était toujours le premier week-end du mois de décembre. Mais cette année, il y a des travaux à la mairie. Donc, la seule date qui correspondait à peu près à nos habitudes, nos dates d'habitude, c'était ce dernier week-end de novembre. Donc, 29 et 30 novembre, samedi 29 et dimanche 30 novembre. Donc nous avons quand même pris cette date parce que ça se rapprochait quand même de nos dates habituelles et puis je sais que tout le monde sera content quand même de faire l'effort et de venir le samedi 29 et le dimanche 30 novembre. 30 novembre 2025. 2025. On sait que tous les deux vous êtes très attachés à l'éducation et vous êtes à la tête aussi de Haïti Futur. Tout à fait. Haïti Futur, c'est une association de loi 1901 et vous faites plein de choses en Haïti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites exactement en Haïti dans le domaine éducatif? Alors, d'abord, je peux dire que Haïti Futur, nous avons fêté les 30 ans l'année dernière. Donc, Haïti Futur existe depuis 1994 et nous sommes dans 8 pays. Donc, nous sommes en Haïti, en République Dominicaine, au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, bien sûr, et puis au Bénin. Pour l'Afrique, donc on a commencé avec l'Afrique aussi. Et donc nous sommes dans 3 domaines d'activité principale, c'est l'éducation, l'entrepreneuriat et la culture haïtienne. Donc la culture haïtienne se matérialise par ce salon. Au niveau de l'éducation, depuis 2010, après le séisme de 2010, comme il y avait un grand besoin pour l'éducation, nous avons vraiment cherché, moi en tant que spécialiste de la veille de l'intelligence économique, et vu l'état du pays, et je me suis décidée à faire une veille, à regarder un peu qu'est-ce qu'on avait comme méthodologie, comme pratique éducative qui pouvait faire une éducation de qualité, de grande qualité, à des classes surchargées, à beaucoup d'enfants, à des enseignants qui sont peu ou pas formés. Et nous avons démarré depuis 2010 ce programme d'éducation par le numérique, qui consiste à mettre des écrans, des tableaux numériques dans les écoles, mais surtout la véritable innovation, c'est de transformer les cours du programme officiel du ministère en cours numériques très ludiques et de façon à ce que les enfants invitent le rabâchage, comprennent et réfléchissent, etc. Et aujourd'hui, nous avons fait plus de 500 écoles dans tout le pays, dans les 10 départements du pays, même jusqu'à l'île de la Tortue. Et donc, il y a eu plusieurs programmes qui se sont ajoutés, et dans le dernier grand programme, c'est un programme qui a été financé par la Banque mondiale et la cellule énergie en Haïti et le ministère de l'Éducation nationale pour équiper 500 écoles dans les 10 départements. 500 écoles publiques dans les 10 départements. Donc nous avons travaillé avec des partenaires haïtiens qui ont 5 sociétés haïtiennes de photovoltaïque, donc qui ont eu des contrats justement pour pouvoir équiper ces écoles de tableaux numériques, d'électricité. Parce que c'était ça la contrainte. La grande contrainte, c'est qu'il faut de l'électricité pour faire fonctionner ce matériel. Et donc, nous avons installé les tableaux numériques. Nous avons eu aussi à faire la formation des enseignants. Donc voilà, donc c'est un programme aussi qui se trouve dans le secteur privé, dans le secteur, par exemple, dans les écoles presbytérales, pas mal d'écoles protestantes, beaucoup dans le milieu rural. Vous avez Ce ne sont pas seulement des écoles publiques.
Ce ne sont pas seulement des écoles publiques. Cette partie du programme a été destinée particulièrement pour les écoles publiques, mais si vous allez à la montagne de Jacmel, si vous allez aux Abricots, si vous allez, vous voyez, ce ne sont pas que des écoles publiques. Il y a des écoles presbytérales, il y a des écoles protestantes, il y a des écoles privées, il y a, voilà. Alors, Josette, vous dites souvent que sans une école de qualité, il n'y aura pas de développement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les Haïtiens s'attendent, s'ils n'ont pas des écoles de qualité, pour s'attendre au développement. De toute façon, je pense que la situation exécrable dans laquelle se trouve notre pays, c'est le résultat de cette négligence, de ce non-investissement dans l'éducation, dans une éducation de qualité. Et là, on ne peut pas passer outre. On a vu tous les pays qui se sont développés, des pays qui ont commencé et qui étaient après nous dans les années 50, comme la Corée du Sud, comme vous avez pas mal de pays comme ça, comme Singapour, comme vous avez vu, ces pays-là aujourd'hui sont en c'est parce qu'ils ont investi massivement dans l'éducation et dans une éducation de qualité. Et je me souviens qu'il y avait un épisode qui vous avait mis vraiment en colère, parce que le plus souvent, le gros public, il y a des choses qui se passent en Haïti qui leur disent rien, mais tandis que vous, ça ne passe pas avec vous. C'était le budget de l'éducation sous Jovenel Moïse. Et vous avez vu que ce n'était pas l'éducation qui était le premier budget, mais celui du Palais national. Tout à fait. Et je me souviens, ça vous avait mis en colère. Oui. Parce que vous avez bien étudié la question, vous savez ce que ça veut dire. Quand ce n'est pas l'éducation qui est le premier budget. Bon, parce qu'en France, l'éducation, c'est le premier budget, tous les pays du monde. Bien sûr. Non, moi, je pense que c'est ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est le résultat de ça. S'il n'y a pas... moi, j'ai fait une école normale, j'ai enseigné dans le primaire, dans le secondaire, à l'université aujourd'hui, et je sais que on ne pourra pas s'en sortir en Haïti. Et pourtant, les enfants sont heureux d'apprendre. Les parents, il n'y a pas beaucoup de pays où les parents aimeraient autant que leurs enfants aillent à l'école. Il y a encore aujourd'hui des pays, par exemple en Afrique, où il faut aller chercher les enfants pour les envoyer à l'école. En Haïti, le principal intérêt des parents, vous savez que 60% du budget familial dans les provinces, dans la paysannerie haïtienne, c'est pour l'école. C'est pour l'école. C'est l'école qui prend tout et les enfants parfois n'apprennent rien. Ils apprennent, c'est le rabâchage. Et aujourd'hui, on fait de la cosmétique. On élimine l'examen du certificat d'études, par exemple. Même le ministère ne sait pas, de l'éducation nationale, ne sait pas ce qui se passe vraiment dans l'éducation nationale. Et vous savez que 85% des enseignants haïtiens ne sont pas formés pour enseigner. 85%. C'est un désastre. Comme d'habitude, là, vous venez de faire le bilan catastrophique du système éducatif haïtien. Je rappelle que Josette Thomas Boulfat est aussi diplômée élidiboisienne. Oui. École normale supérieure aussi. École normale Inagué. Inagué, vous avez fait l'Inagué et vous êtes venu étudier en France. Vous étiez boursière du gouvernement haïtien. Vous êtes retourné en Haïti. Tout à fait. Et après, vous avez rencontré Jean-Claude, vous vous installez ici et vous êtes professeur à l'université ici. Vous enseignez la veille technologique et l'intelligence économique. Intelligence économique. Expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire. Non, parce qu'on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire, intelligence économique. Oui. C'est de l'espionnage ou pas, non? Non, c'est pas de l'espionnage. Les gens peuvent prendre ça un peu, c'est vite dit pour expliquer ça. En fait, l'intelligence économique, c'est l'information légale, c'est l'information, c'est la gestion vraiment de la recherche et la gestion de l'information en vue de prendre de bonnes décisions, en vue d'innover. Par exemple, un exemple d'intelligence économique, par exemple, c'est ce que nos ambassades, par exemple, nos missions étrangères devaient faire. Devaient pouvoir, quand on arrive quelque part ou quand on a une décision à prendre, au lieu d'imaginer comme ça, on ne sait pas ce qui a existé dans le monde, eh bien on cherche. On se met à chercher, à aller à la recherche de ce qui a existé déjà, pas pour copier, mais pour s'inspirer. Pour s'inspirer, innover et prendre des décisions. Pas mal de pays comme le Japon, par exemple, envoyaient des équipes dans des pays quand ils avaient une décision à prendre pour aller regarder comment d'autres pays ont fait. Vous voyez, c'est vraiment c'est vraiment un processus de recherche, de traitement
de captation de l'information pour pouvoir, c'est comme si une intention dirige l'attention. On a besoin, par exemple, j'ai utilisé ça pour choisir ce système d'éducation, c'est en disant qu'est-ce qu'on peut trouver dans le monde qui permette de faire une éducation de qualité pour le plus grand nombre d'enfants et qui est adaptable même en milieu rural. Et les gens pensaient que j'étais folle parce qu'ils disaient mais il n'y a pas d'électricité, comment vous allez faire l'éducation numérique? Donc moi je leur disais mais dans les pays où il y a pas d'électricité, ce sont des gens qui en mettent. Aujourd'hui, avec 2 panneaux solaires, ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Et donc, on a vu qu'aujourd'hui, avec 2 panneaux solaires, on peut équiper une école, on peut équiper souvent. D'ailleurs, c'est le seul lieu dans certains villages où il y a de l'électricité. Bon, en tout cas, moi j'ai la chance de vous entendre déjà parler de l'intelligence économique. J'ai compris que c'était là de prendre des bonnes décisions. Exactement. En vue de parvenir à des résultats concrets pour le plus grand nombre. Exactement. Alors je reviens au mari et Jean-Claude. La première fois que vous êtes allé en Haïti, c'est en 1979. Alors, qu'est-ce qui vous a amené en Haïti? Alors, disons qu'en 79, au-dessus de ma tête, il y a eu un rapprochement du gouvernement haïtien et du gouvernement français. C'est l'époque de Jean-Claude Duvalier. Bon, le gouvernement français faisait semblant de croire qu'on passait dans une époque de modernisation. Bon, c'était le slogan du pouvoir. Voilà. Et donc la coopération a été relancée d'abord par la construction de la route de Jacmel, qui s'appelle la route de l'amitié, et puis l'implantation des volontaires du progrès, des jeunes volontaires. Voilà. Et j'ai fait partie de la première fournée des volontaires du progrès, qui est partie en Haïti. Et je travaillais dans la section artisanat du ministère de l'Agriculture. Voilà. Et comme beaucoup de Français, vous êtes allés là-bas, vous avez été complètement subjugué par l'histoire, par la beauté du pays aussi. Par l'accueil des gens. Voilà. J'avais voyagé déjà auparavant, donc j'avais des bases de comparaison. Mais effectivement, on sentait en Haïti un peuple décomplexé. Alors que j'avais travaillé plusieurs années en Afrique où la période de colonisation et décolonisation était récente, mais en Haïti, un pays qui était indépendant depuis plus de 2 siècles, je dirais, avait des rapports, ouverts, et puis ils vous jugeaient par rapport à ce que vous étiez, pas par rapport à ce que vous ressemblez. Voilà, et effectivement, j'ai fait des amis en Haïti que je n'avais jamais fait auparavant ailleurs, où on était toujours classé, etc. En Haïti, on vous observe et puis on vous adopte ou on vous rejette suivant la façon dont on vous considère, mais les choses sont jouables. Voilà. Et c'est ce que j'ai apprécié en Haïti. Bon, on peut dire que vous êtes maintenant un des familiers des Haïtiens, vous connaissez bien leur histoire, vous connaissez bien leur géographie, leur sociologie, vous écrivez des livres, et maintenant la situation du pays. Bon, quand j'en parle à Josette, je compare, parce que comme je suis maintenant français, français aujourd'hui, mais pas dans le passé, puisque en France on est surtout des immigrés aussi. Moi je suis un immigré de la Flandre, des flamands. Mais, vous êtes un immigré européen, voilà, à l'intérieur de l'Europe. Voilà, donc la première génération a du mal parce qu'elle a un accent à couper au couteau, mais au bout de 2-3 générations, on rentre dans le paysage. C'est beaucoup plus facile pour les immigrés européens. C'est plus difficile pour les immigrés, africains ou haïtiens, puisque même au bout de 2 ou 3 générations, quoi qu'ils aient fait, etc., je dirais, ils sont toujours considérés, on va toujours leur demander d'où vous venez d'où. Alors que moi, on me le demande des fois en voyant mon nom, mais quand on ne connaît pas mon nom, on ne me le demande pas. Voilà. Alors, la question, c'était... Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de la situation du pays? Parce que je sais que vous êtes un gros consommateur des actualités haïtiennes. Oui. Disons que ce qui arrive s'explique, malheureusement, mais
j'ai eu plusieurs expériences. Par exemple, j'ai eu un professeur qui avait travaillé en Chine entre 1920 et 1940. Voilà. Et il disait, en 1940, personne n'aurait mis un centime, n'aurait investi un centime en Chine. Tellement le pays était arriéré, les gens lymphatiques, et on se disait, et puis aujourd'hui, la Chine est en train de devenir, je dirais, le leader mondial. Voilà. Donc, c'est lorsque vous avez touché le fond, c'est pas le fond qu'il faut regarder, il faut lever la tête. C'est qu'est-ce que vous visez. Donc, c'est jouable. Et la Chine nous l'a démontré. Nous espérons, Jean-Claude. Voilà. Plus près de nous, en 1940 en France. On avait été écrasé, humilié par l'armée allemande, nazie, occupée. Bon, et il y a eu un certain nombre de personnes, 80% du pays a courbé les chines. Certains ont été même collaborateurs, je dirais, très actifs. Mais il y a une petite minorité, toute petite. L'élite. Voilà. Et cette petite élite, je dirais aujourd'hui, heureusement que tout le monde s'y réfère. Mais nous, ça fait longtemps que nous attendons les élites haïtiennes pour dire, hop là, que nous arrivons. Il faut vous dire que l'élite de 1940 en France, elle était inconnue. En 1940, il n'y avait personne pour écouter la radio. Aujourd'hui, on ressort l'appel du 18 juin de Général de Gaulle, mais à l'époque, c'était un parfait inconnu. C'est ça. Donc, ce parfait inconnu, il existe probablement en Haïti. Et s'il est inconnu, ça veut dire que c'est plutôt l'avenir qui est devant lui, plutôt que derrière. Bon, Jean-Claude, nous revenons-en au Salon du Livre. J'ai fini par comprendre en vous voyant et organiser ce Salon du Livre, je vois que ça demande une logistique terrible, c'est-à-dire une organisation terrible. Vous en êtes où là? Et à quelques semaines de l'organisation de ce salon? Alors, ce qu'il faut dire, justement, quand on organise un événement comme ça, les gens n'imaginent pas vraiment le temps que ça prend. Oui. Nous avons commencé dès le premier lundi du mois de janvier. La première réunion a lieu depuis le mois de janvier. Alors bon, après il y a eu des temps creux, mais il y a des équipes, on a une 60aine de bénévoles pour organiser ce salon. Là, depuis quelques mois, nous avons des réunions hebdomadaires. Donc tous les lundis soirs, les équipes se réunissent et puis pour répartir la tâche, par exemple, il y a Maggie qui doit faire la commande des livres, qui doit travailler avec la librairie qui commande tous les livres haïtiens publiés en France. Il y a aussi toute la coordination à faire, les lettres d'invitation. Il y a Bernard Philiseau qui s'occupe de la relation avec la mairie pour aller visiter les salles, pour signer les conventions, etc. Il faut voir à notre entrepôt, Jean-Claude doit voir un peu toute la logistique pour le camion qui va transporter les livres, pour prendre des rendez-vous. Il y a certes Mathurin qui s'occupe de la soirée culturelle du samedi 29 novembre. Vous voyez, le salon se tient de 10h à 19h, mais le samedi soir, à partir de 20h, jusqu'à 4h du matin, il y a une soirée culturelle du côté de la porte de Bagnolet, dans le 20e arrondissement. Et il y a cette soirée-là, c'est organisé presque complètement par Certes Mathurin. Donc c'est très bien distribué, heureusement, le travail. Et puis tout ce qu'il y a comme à tenir les stands, les gens qui viennent d'Haïti, d'Allemagne, de Pays-Bas, du Canada, des États-Unis, les gens viennent de partout, d'Afrique et d'Allemagne, de la Suède, de Danemark, de la Belgique. Donc, il faut recevoir tout ça. Ensuite, il y a Evans Emile qui doit préparer, qui doit se réunir aussi, venir aux réunions pour pouvoir préparer la nourriture, savoir quelle Parce qu'il faut manger. Il faut manger. Donc, il y a une coordination extraordinaire. Heureusement, il y a Sybille Denis, par exemple, qui, elle est la co-organisatrice de tous, parce qu'il y a le Salon du Livre, mais il y a aussi à côté des bijoux haïtiens, de l'artisanat, il y a aussi
vous voyez, il y a tous ces, ces beaux bijoux en corne. Et il y aura le chocolat haïtien qui a été primé. D'ailleurs, le chocolat, la marque Campérin, qui a été primé. Donc, sera je rappelle que Josette Thomas est de Campérin. Et puis, pour celles et ceux qui nous écoutent, le Salon du Livre se déroule à Paris le samedi et dimanche 29 et 30 novembre 2025, c'est à la mairie du 15e arrondissement. Tout à fait. Et Josette, et en ce qui concerne le Salon du Livre, combien d'auteurs haïtiens qui seront là cette année? Alors, cette année, donc, nous attendons encore. Normalement, notre invité d'honneur, c'est Yannick Laens, qui vient de recevoir... Je rappelle, c'est elle qui a eu le Grand Prix de l'Académie française. L'Académie française pour son livre Passageurs de nuit. Tout à fait. Donc normalement on attend, on croise les doigts là, elle a un petit problème de visa aux États-Unis pour venir, mais elle est tout à fait d'accord, elle vient. On a des écrivains qui vont venir d'Haïti, comme Odier Edmé, comme d'autres écrivains qui vont, Ginette Chérubin, donc d'autres écrivains qui vont venir d'Haïti. Et on a alors combien de livres? Il y a parfois jusqu'à 800 titres. 800 000 titres. 800 000 titres, donc on a plusieurs maisons, c'est colossal, on a plusieurs maisons d'édition, il y a d'autres maisons d'édition qui viennent d'apparaître, qui seront là aussi, on les accueille. Et il y a aussi un atelier pour enfants, pour les gens qui ont des enfants à partir de 6 ans, il y a un atelier où les enfants vont apprendre à écrire des poèmes en créole. Et ils vont être entraînés donc le dimanche après-midi. Et donc c'est vraiment le lieu où il faut être. Il faut vraiment rencontrer des gens, il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent aussi pour pouvoir nous aider, pour pouvoir venir tenir les stands. On cherche encore des bénévoles. Alors, celles et ceux qui veulent participer et poser une bonne action, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Josette Thomas Bouffat. Il y a le site aussi salondulivrehaïtien.com. Voilà. Donc vous pouvez déjà suivre. Répétez encore. Le site www.salondulivrehaïtien.com. Là, vous verrez un peu tout ce qu'il y a. Ensuite, il y a la semaine haïtienne précédant le salon. C'est ça. En fait, la semaine haïtienne commence depuis le vendredi 21 novembre parce que cette semaine a été créée pour pouvoir justement intégrer et inviter les associations haïtiennes. Et donc, la Maison d'Haïti organise la projection d'un film qui s'appelle Haïti. Le Corécof. Le Corécof, le samedi, organise une conférence débat, vente de signatures et conférence débat sur la femme haïtienne avec coaches. On aura à la librairie Calypso le vendredi 25 novembre, il y aura une rencontre littéraire avec Joël Desrosiers qui va parler de Frantz Fanon. Alors, Joël Desrosiers, c'est un compatriote qui vit au Canada. Qui est écrivain, poète, psychiatre. Et voilà. Et surtout poète. Poète, tout à fait. Donc il vient parler justement de l'exil entre Fanon et Saint John Perse et il sera interrogé par Franz Voltaire. On sera aussi là. Alors, voilà. Josette, je sais très bien que quand vous organisez ces genres de choses sur Haïti, c'est de projeter dans la société française une autre image d'Haïti. Le Salon du Livre, ça va faire 12 ans. 12 ans que ça existe. Est-ce que vous pensez que le but est atteint? Alors, bon, moi je suis d'accord, c'est projeter aussi une image d'Haïti, mais pour moi c'est pas que l'image, c'est aussi une réalité. C'est aussi dire aussi aux Haïtiens que on n'est pas là que pour projeter une image, on est là aussi pour montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, et on est capable. Voyez, donc il faut que ça soit bien fait, il faut qu'on respecte les conditions, on a de grands auteurs, on a de grandes autrices, on a de quoi faire, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas mettre en valeur ce qu'on a, on ne sait pas mettre en valeur nos richesses. Donc c'est une démonstration aussi, pas seulement pour les Français, pas seulement pour l'étranger, c'est aussi une démonstration pour les Haïtiens, surtout les jeunes qui sont là, qui montent pour leur dire un exemple. Eh bien, quand on veut bien faire les choses, ben, il faut
bien s'organiser. Il faut choisir aussi les gens qui sont capables de les organiser. Donc, ça va être aussi le cas aujourd'hui pour demain, pour qui va reprendre ce salon. Parce que nous, on va pas être... on l'a créé, on l'a fait vivre, on l'a fait... Donc, on fait appel aussi à des gens, mais il faut savoir que c'est du boulot. Oui. Pour réussir à faire quelque chose de bien... Moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de boulot. Eh ben oui, voilà. Eh ben, il faut se mettre au travail et il faut aussi travailler dans le long terme, pas à la veille et se mettre à se débrouiller. Il y a vraiment un travail de qualité, il y a vraiment un travail à faire et de tous les jours pour pouvoir être à la hauteur. Et vous savez que vous avez fait des émules depuis. Maintenant, dans les communautés haïtiennes à l'étranger, par exemple à New York, on a 5 ou 6 salons de livres par an. En France même, on a 2 ou 3 salons aussi. Mais j'en suis très heureuse. Mais très bien. J'en suis très heureuse. Et on aura aussi l'occasion, peut-être dans la semaine haïtienne aussi, de présenter la bibliothèque haïtienne. Oui, justement, c'est là que j'allais en venir. Et là, je m'adresse à celles et ceux qui font des études, des chercheurs, des étrangers, qui veulent, qui écrivent des livres sur Haïti. Josette aussi, c'est elle qui a donné à la bibliothèque et Jean-Claude, le couple Buffire, qui a donné et qui ont donné à la bibliothèque Condorcet, Humatech, qui est à Saint-Denis, des livres haïtiens qui sont plus de 10 000. Plus de 6 000 livres haïtiens. Plus de 6 000. Alors, c'est une bibliothèque qu'on a constituée en rachetant le fonds documentaire de Gérard Barthélemy, qui était le mari de la conteuse haïtienne Mimi Barthélemy, sociologue. Et on a racheté son fonds documentaire qui était de plus de 3 000 livres et qu'on a doublé au cours des années. C'est-à-dire, il avait mis une vingtaine d'années à constituer ce fonds. Nous, on a mis aussi à peu près une vingtaine d'années avant de... On avait constitué ce fonds pour Haïti. Parce qu'en fait, ce fonds, arrivé à un moment, Gérard Barthélemy voulait vendre ce fonds, mais comme c'est un fonds constitué et très éclectique, mais un fonds unique, et il a proposé au gouvernement français de l'acheter. Normalement, Paris 8, l'université Paris 8 devait l'accueillir, un peu comme les fonds qu'il y a dans les universités américaines. Et donc, un an s'est passé, ça n'a pas abouti, et il a proposé à l'État haïtien de l'acheter. Le temps est pas passé aussi. Et à un moment, on était chez lui, il dit, eh ben, j'ai des gens maintenant qui vont acheter des lots selon les disciplines, parce que c'est un fonds interdisciplinaire. Et moi, j'avais trouvé ça tellement horrible. Petit, qu'un fonds comme ça, qui soit constitué on allait le démanteler. À ce niveau, démantelé comme ça. Et j'ai dit, donc il n'y a personne pour... on n'avait vraiment pas d'argent pour l'acheter, mais j'ai dit, on va se débrouiller pour l'acheter. Donc on a discuté avec mon époux, Jean-Claude et moi. On a mis 5 ans à payer ça de nos poches. On n'a pas eu d'aide de l'État, ni de l'État français, ni de l'État haïtien. Et on a doublé, donc on a plus de 6 000 livres haïtiens, dont 80% sont édités en Haïti. Donc ce ne sont pas des livres qu'on peut trouver aujourd'hui en librairie, ici. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que ces livres-là sont en train d'être numérisés. Tout à fait. Et qui seront disponibles à tout le monde, y compris nos compatriotes en Haïti. Effectivement. Donc ce fonds a été légué à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, donc ça constitue le fonds haïtien, et vraiment, c'est pas encore découvert, c'est des gens comme toi qui connaissent, mais c'est un fonds unique, un fonds très spécialisé. Parce que moi, quand j'y vais, c'est rare de ne pas trouver un livre haïtien que je cherche. Voilà, un livre que je ne trouve nulle part ailleurs que dans ce fonds. Voilà, nous avons négocié pour que le fonds reste, pour qu'on ne diffuse pas le fonds, pour que ça reste dans son intégralité. Donc nous invitons effectivement, nous avons eu un plaisir vraiment d'offrir ça aussi à Haïti et à la France et aux chercheurs, aux étudiants pour faire des recherches de qualité. Voilà. Oui, je disais tout à l'heure que compte tenu de l'actualité morose en Haïti, ou quand on parle d'Haïti, maintenant on parle des gangs. Cette semaine encore, il y a 2 articles dans Le Monde. La semaine dernière, il y avait autant dans Libé. Et
Vous n'avez pas peur que cette grande actualité livresque que vous nous donnez chaque année soit cette année phagocytée par cette actualité autour des gangs haïtiens? Bon, je pense qu'on ne peut pas passer outre, mais ce que je veux dire, c'est pas la seule activité, c'est une priorité aujourd'hui de démanteler ces gangs, et je pense que la priorité en Haïti, c'est ça, mais il ne faut pas oublier aussi que ces gangs sont aussi le résultat de nos mauvaises politiques. Ces enfants, en tout cas nous on a des boursiers en Haïti qui sont de Canaan. Ils ne sont pas dans les gangs parce qu'ils sont à l'école. C'est le recrutement de ces jeunes qui sont dans les gangs aujourd'hui a été très facilité parce qu'on n'avait pas donné d'avenir, de perspective d'avenir à ces enfants. Donc ils ont été manipulés, introduits dans les gangs aujourd'hui. Donc c'est une actualité brûlante, mais c'est aussi notre actualité. Donc il y a pas mal d'écrits d'ailleurs. Il y aura une table ronde le samedi matin sur l'actualité haïtienne. Donc on ne peut pas dire que, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Mais ça ne peut pas être que le cœur de notre activité. Justement, l'activité qu'on mène doit faire en sorte qu'on arrive à demain et considérer que c'est l'éducation, c'est justement entraîner les gens, comment les convertir maintenant ces jeunes, parce qu'il faut justement condamner ceux qui les ont mis dans cet état, mais les jeunes de 10 ans, 12 ans qui sont aujourd'hui dans les gangs, ça fait partie aussi de l'actualité. Comment on va faire pour justement les remettre dans le droit chemin et remettre les autres en prison, mais remettre ces jeunes dans le droit chemin. Et je pense que le travail que l'on fait, c'est aussi un travail qui peut servir à ça. Oui, alors, Josette, c'est quand est-ce que ces livres vont être numérisés et nos compatriotes, depuis Haïti ou n'importe où, peuvent avoir accès à ces livres? Je sais qu'il y en a déjà qui sont numérisés, mais ce n'est pas tous les 6000. Non, pas tous les 6000 parce qu'il y a des questions de droit d'auteur, okay. Mais il y a beaucoup de livres qui sont déjà numérisés aujourd'hui, il y aurait même peut-être un travail à faire du côté haïtien, du côté des jeunes haïtiens qui sont ici, et pouvoir peut-être les mettre sur des supports qu'on puisse aussi envoyer même dans des écoles, dans les universités haïtiennes. Donc, nous avons des compatriotes qui le font, hein, sur qui numérisent les livres. Donc là, on va déjà faire l'inauguration pour que les gens qui sont ici voient ça, mais c'est précieux comme cadeau parce qu'on voulait justement envoyer ces livres en Haïti. Quelque part, on s'est dit c'est peut-être mieux de les garder ici et de donner l'accès. Souvent, on brûle des bibliothèques en Haïti. Exactement, quand j'ai vu ce qui s'est passé ces dernières années. Et Jean-Claude, quand tu vas en Haïti, tu as des amis en Haïti. Tu as des politiques aussi qui sont tes amis. Et qu'est-ce qu'ils disent d'Haïti, tes amis? Qu'est-ce qu'ils disent du pays? Bon, ce dont j'ai un petit peu peur aujourd'hui, c'est... Enfin, on parle de ceux qui veulent le bien commun et le bien public. On commence à sentir poindre un certain découragement. Voilà. Et moi, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est que les gens de bonne volonté, je dirais, se découragent. Voilà. Hein, et que les plus audacieux et les plus corrompus tiennent le pouvoir. Voilà. Et je pense qu'il faut... Il faut dans une période, la période la plus difficile où on est au milieu du tunnel, on voit pas la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'il faut continuer à avancer. Et c'est ceux-là qui doivent avancer le plus. Voilà. Donc moi, ce que je dirais à tous mes amis qui je comprends, connaissent la vie quotidienne très dure aujourd'hui, ne vous découragez pas, même à travers tous les ennuis que vous allez traverser, vous et vos familles. Mais c'est sur vous que l'avenir est sur vos épaules, sur les gens qui veulent faire quelque chose. Voilà. Donc, et c'est ce découragement qui, de façon, je dirais, c'était déjà diffusé, je dirais, dans les autres pays aussi. Il y a une certaine fatigue vis-à-vis d'Haïti, hein, ce qui fait que Haïti n'est plus la priorité. Et on laisse s'envenimer des situations qui sont plus difficiles à traiter que si elles avaient été traitées il y a 5 ans. Et plus on traîne, plus elle sera plus difficile de reprendre le bon chemin.
Donc, il n'y a pas besoin d'être nombreux, mais en général, le changement porte sur 1 ou 2% de la population qui a une vision, et 80% de la population ira à celui qui gagne. Voilà. Elle se ralliera le moment venu. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre espoir, et puis il faut continuer à avancer. Même si ce n'est pas de notre vivant, il y a des choses qui se passeront après nous. Mais peu importe, parce qu'un pays, ça ne se bâtit pas en 10 ans ou en 30 ans, ça se bâtit à travers les siècles. Et il y a des choses qui seront faites par nos enfants, et des fois, il y a des choses qui sont encourageantes quand on voit les jeunes qui réagissent, et parfois, ils sont moins résignés que les anciens. Et je pense qu'on doit aussi faciliter le travail aux plus jeunes. Et on doit leur dire, nous, on vous lègue un pays qui est peut-être pas en bonne santé, mais jusqu'à la fin de nos jours, on va se battre pour vous léguer quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Mais c'est pas une question de résultat, c'est une question de combat. Voilà. De combat. Alors Jean-Claude, on connaît votre attachement à l'histoire d'Haïti. Ça, c'est votre deuxième livre coécrit avec Jean-Marie Théodate, une préface de Bertrand Badi, qui est professeur à Sciences Po Paris, et un postface de Yannick Lyens. Alors ce livre, Après Vertières, Haïti, épopée d'une nation, et dites-nous un peu. Alors, Vertières est un bon exemple qui va nous inspirer aujourd'hui. C'est après 3 siècles, je dirais, d'esclavage, comment, je dirais, une minorité a réussi à s'opposer à l'armée la plus puissante du monde à l'époque, l'armée napoléonienne. S'ils avaient su que c'était impossible, ils n'auraient pas tenté. Mais comme ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Voilà. Et je pense qu'on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question n'est pas est-ce qu'on est les plus forts, mais celui qui gagne, c'est pas le plus fort. Celui qui gagne, c'est celui qui veut le plus. Voilà. Et dans tous les combats, du plus grand au plus fort, on s'aperçoit par exemple la guerre du Vietnam. Un petit pays, je dirais, bat la plus grande puissance mondiale parce qu'il le veut le plus, parce que pour lui, il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Et pour Haïti, je pense que ça se passera de la même façon. Celui qui va gagner, c'est celui qui veut le plus, c'est pas le plus fort. Voilà. Alors, j'ai lu le document daté du 19 novembre 1803 qui consacre l'évacuation de la ville du Cap par l'armée française face à l'armée de Jean-Jacques Dessalines, peut être considéré comme le premier acte officiel consacrant la reconnaissance de la pleine souveraineté haïtienne. Cependant, tant que l'original de cet acte n'aura pas été retrouvé, nous serons contraints de nous référer au seul document en notre possession. Tout est dit. Et Jean-Claude, parfois, on voit bien que même des Français instruits, je dirais même l'élite française, parfois on rencontre des énarques qui ne connaissent pas, qui ont une méconnaissance profonde de l'histoire entre la France et Haïti. Comment vous voyez cette absence chez les élites françaises? Moi, j'ai rencontré des énarques déjà dans le cadre de mes fonctions à l'ambassade d'Haïti. J'ai rencontré des énarques français qui confondent allègrement Haïti et Tahiti. Ou Hawaï. Ou Hawaï. Comment vous expliquez ça? Bon, je pense qu'au 19e, il y avait une volonté politique de masquer l'histoire d'Haïti. Parce que, je dirais, jusqu'en 1848, il y avait l'esclavage dans les Antilles françaises, encore plus tardivement aux États-Unis. Et donc, une république noire indépendante, je dirais, allait à l'encontre de toutes les politiques, je dirais, en tout cas européennes et américaines de l'époque. Alors, je pense que ça a imprégné, je dirais, le système éducatif, ça a imprégné les mentalités, mais la réalité aujourd'hui est très différente. Je dirais, Haïti se demande qui sont ses alliés, mais je peux vous dire que Haïti a beaucoup d'amis en France. Il n'y a pas que le gouvernement, ou il n'y a pas que les gouvernements froids et qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Il y a aussi beaucoup de citoyens français qui se reconnaissent dans Haïti et qui reconnaissent dans Haïti la vraie révolution
qu'ils auraient voulu qu'elle se mène en France jusqu'au bout. Donc, Haïti a des amis en Afrique, Haïti a des amis, je pense, dans le monde entier. Et la situation au XXIe siècle est complètement différente de celle du XIXe. Mais il y a un effet, je dirais, d'inertie qui perdure parce qu'on n'en parle pas dans les systèmes scolaires, il n'y a pas eu beaucoup d'écrits dessus, où ils ont été masqués, comme le rapport Mako, qui n'a jamais été mis en lumière. Mais c'est grâce à vous, maintenant on connaît le rapport Mako. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de parler à voix haute. Oui, mais je pense aussi que ça commence à changer. Oui. Et le blackout qu'il y avait sur l'histoire d'Haïti en France, ça a beaucoup changé parce que Haïti maintenant a des Français eux-mêmes qui prennent la communication. Par exemple, quand vous prenez tout un parti comme LFI, qui chaque fois parle d'Haïti, qui avait même déposé un projet de loi pour faire reconnaître. Et puis, sans compter les associations haïtiennes, des gens comme vous, qui n'ont pas cessé de parler. Je dirais le narratif sur Haïti en France commence à changer. Oui, et puis je pense que Haïti porte quelque chose d'universel. Et en tant que Français, ou je pourrais être américain, ou anglais, ou belge, etc., on se reconnaît dans le côté universel d'Haïti. Voilà. Et je pense que parfois Haïti a l'impression qu'il y a un complot mondial contre lui. Il y a probablement, je dirais, des intentions, je dirais, négatives qui vont de l'indifférence à l'opposition. Mais il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent, je dirais, en Haïti. Et il y a un capital de sympathie. Nous, on le voit dans toutes les négociations qu'on peut avoir, etc., que ce soit de droite ou de gauche. Il y a un capital de sympathie que Haïti peut mettre en œuvre. Mais il faut aussi que lui ne se décourage pas, sinon les autres vont se décourager aussi. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, le Salon du Livre haïtien à Paris cette année, c'est samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025, et ce sera toujours à la mairie du 15e arrondissement. Et Josette, quels sont les artistes qui viendront égayer le Salon du Livre cette année? Alors déjà pour la soirée culturelle, on va avoir Géina, on va avoir Christolin. On aura aussi une dame Dora qui vient danser. C'est des artistes, c'est des jeunes, de nouveaux artistes qu'on va avoir. Et puis on a aussi toutes les maisons d'édition qui viennent de partout. On a sans doute Michel Voltaire, qui va venir aussi lire des poèmes, parce qu'on aura quatre tables rondes. On aura 2 tables rondes le samedi matin, une table ronde le samedi matin à 11h sur l'actualité haïtienne justement, avec les gens venant d'Haïti. On aura une table ronde l'après-midi sur Toussaint l'ouverture. Donc c'est là que Michel Voltaire va venir, la sœur de Fanfan, va venir pour lire des poèmes. Et on aura le dimanche matin une table ronde avec sur la dette, avec des juristes, parce que nous trouvons que c'est dommage que ça soit que les historiennes qui portent cette histoire de la dette au point où on en arrive aujourd'hui. C'est connu grâce aux historiens aussi, grâce à l'apport. Aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à un autre stade pour avoir des économistes, des juristes. Donc c'est pour ça qu'on fait cette table ronde, pour ne pas exclure les historiens et historiennes, mais je pense qu'il faut passer à un stade supérieur. Et puis l'après-midi, on aura justement autour de la littérature haïtienne avec Yannick Laens. Et donc, on espère qu'elle sera là. On espère qu'elle sera là. Donc voilà, donc je vous laisse un peu les documents. Allez surtout sur le site salondulivrehaïtien.com. Voilà, et puis surtout, n'hésitez pas à venir avec vos enfants pour qu'ils puissent découvrir la culture haïtienne, les livres haïtiens. Et puis venir manger aussi, et puis partager et écouter les contes et tout ça. Alors je rappelle aussi, dans ce Salon du Livre, il y aura aussi des éditeurs haïtiens, Sidika Canada, Édition Milo, oui. Et il y aura aussi Leg Édition, RP Édition.
Et bon, tout ça, c'est sur le site Salon du Livre. Voilà, alors n'hésitez pas à aller sur le salon Mémoire d'un crier qui sera là. Bref, et déjà, je sais que vous n'avez pas encore mis la main sur celles et ceux susceptibles de vous remplacer à la tête de cette belle initiative, mais est-ce que par les temps qui courent, dans combien de temps vous pensez que vous allez passer la main? Bon, déjà, dans l'équipe, il y a déjà des personnes qui commencent à se mettre de côté, hein, okay. qui agissent encore, mais qui en font moins, qui disent qu'ils sont fatigués. L'année prochaine aussi, il y a quelqu'un quand même d'assez solide qui dit, bon, je vais participer, mais je ne serai pas je n'occuperai pas encore ce rôle. Donc, on commence quand même à reconsolider l'équipe. Et là, on a aussi une ancienne boursière d'Haïti Futur. On n'a pas parlé des bourses. Haïti Futur donne des bourses, a donné des bourses pendant les 10 dernières années, 10 années après le séisme, grâce justement au groupe Alpha où travaillait Jean-Claude. Donc on a fait venir 2 Haïtiens par an pour un master à Manavallée en économie du développement. Et donc avec l'idée de retourner en Haïti, la majorité était retournée en Haïti. Et donc là, il y a actuellement une des anciennes boursières qui est là, très présente, mais qui travaille et qui a aussi des enfants petits, donc elle ne peut pas porter comme nous retraités. Donc on cherche en tout cas des forces pour consolider ça, mais on ne laissera pas tomber. On ne laissera pas tomber. On accompagnera les repreneurs, repreneuses et on veillera à ce que ça garde la même qualité, la même endurance et puis pour que ça puisse continuer. Donc il y aura sans doute de l'innovation, il y aura sans doute d'autres choses à apporter, mais je pense que on veillera à ce que ça garde la qualité. Et quand est-ce que vous allez écrire vos mémoires? Non, mais ça, c'est très intéressant. Compte tenu de ce que vous avez fait, compte tenu des initiatives que vous avez prises, c'est bien que vous écriviez vos mémoires. Bon, on a pas mal d'écrits déjà. Par exemple, pour tout ce qui est autour de l'éducation, il y a c'est vrai qu'il n'y a pas de livres qui sont sortis, mais il y a des revues. Par exemple, j'ai été coéditrice d'une revue du GRAN qui s'appelle Haïti Perspective sur l'école fondamentale, où j'ai écrit, j'ai réuni aussi des auteurs qui ont écrit par rapport à l'éducation en Haïti. Et je pense qu'on a aussi été sélectionné, on a reçu un prix aux États-Unis pour notre programme, le programme numérique sur 75 pays. On a été lauréat de ce prix-là. On a eu un prix de $300 000 américains qu'on a laissé en Haïti justement pour faire les cours. Et on a eu un prix de la Fondation de France. On a fait un film avec Arnold Antonin. Donc c'est un programme qui est là aujourd'hui. Et ce que je n'ai pas dit que j'aimerais bien ajouter, c'est que ce programme développé comme ça, donc il nous reste, on a besoin un peu d'un peu d'argent pour terminer les cours du primaire parce que on finit les maths, là on a besoin de faire les sciences expérimentales, on a besoin de terminer les 2 dernières classes du primaire. Mais déjà ce programme est utilisé pour les surâgés, c'est-à-dire pour faire l'alphabétisation, en réduisant le nombre d'années scolaires. Au lieu d'avoir 6 ans, on peut faire ce programme tel que c'est développé en 3 ans. Donc, c'est un programme qui reste valable pour démarrer aujourd'hui. Si l'État haïtien veut vraiment faire quelque chose, une vraie révolution dans l'éducation, on prend ce programme, on peut vraiment alphabétiser et faire qu'il y ait vraiment une révolution dans l'éducation, passer de 6 ans à 3 ans par exemple. On forme les enseignants en même temps qu'ils forment, et si on veut faire un véritable travail, il n'y a pas moyen de ne pas passer par le numérique demain. Josette Bouffade, vous êtes une femme à poigne. Je vous ai vu déjà défendre vos idées auprès des autorités haïtiennes. Parfois, vous arrivez même à les bousculer. Et moi, j'ai toujours rêvé d'une chose, que vous soyez comment je peux dire ça, la conseillère de tous les ministres d'éducation nationale haïtiens. Car vous avez des idées très pointues sur comment on peut améliorer le système éducatif haïtien. Ce n'est pas seulement du point de vue théorique, vous avez aussi, de manière pratique, vous avez démontré ça. Et
comment voyez-vous le leadership haïtien en matière d'éducation? Bon, malheureusement, on n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas à la hauteur de l'enjeu, parce que je pense que Haïti ne croit pas en la méritocratie. Les gens, pourtant, on a des gens capables aujourd'hui de travailler sur ce sujet-là, mais on fait beaucoup de démagogie. Or, l'éducation et la démagogie, ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Donc il y a beaucoup de ministres qui sont passés, qui font des mesures, qui disent qu'ils font, par exemple, éliminer l'examen du certificat d'études primaires. C'est quand même une évaluation, les certificats d'études primaires. On ne peut pas... Pour vous, c'était pas la peine. Ah non, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Parce que c'est une bêtise. Parce que pour vous, l'élève mérite d'être évalué 6 ans après. Donc pour rentrer quand même dans le secondaire, s'il n'y a pas d'évaluation, il faut faire un bilan. Surtout quand on a une éducation où 90% ou plus de 80% c'est privé. C'est l'occasion pour l'État de voir un peu qu'est-ce que ce privé-là qui est à hauteur et qui est à condition à qualité inégale, qu'est-ce que ce privé-là nous donne? C'est le moment même de faire une sorte de restriction et de dire, bon, qui peut aller dans le secondaire? Donc, le ministre actuel dit, par exemple, l'école l'encrasée. Donc, c'est qu'il n'y a plus d'école, le ministre Augustin. Et il dit que... Et évidemment, vous n'êtes pas d'accord à ce genre de choses. Vous pensez qu'un ministre n'a pas à tenir un discours comme ça? Mais s'il le dit, il faut qu'il dise tout de suite. Il peut faire le constat. Il faut qu'il dise tout de suite ce qu'il va faire. Bon, là, c'est vrai qu'on vient de signer un partenariat, un contrat avec lui, 2025-2030. Il a accepté de signer pour qu'on puisse justement faire un travail pour remettre l'éducation. Parce que le travail que l'on a fait là depuis 2010, 15 ans d'application, avec les résultats qu'on a, on a des résultats. Il y a une évaluation externe en 2020 faite par un cabinet canadien qui a conclu que tout était OK. Donc aujourd'hui, l'État haïtien n'a qu'à prendre ce programme et mettre à l'échelle dans le pays. C'est un programme qui a fait ses preuves, et on peut témoigner. Et il y a une évaluation externe positive. Donc on a un outil. Donc aujourd'hui, je pense que dire qu'on va faire un colloque pour voir quel système on va mettre en place, non, c'est le système haïtien qu'on a transformé, mais avec une capacité de faire apprendre, même quand on n'a pas de laboratoire, les vidéos qui sont là, les formes d'intelligence sont prises en compte, parce qu'on travaille avec des psychologues des apprentissages, c'est un travail de haut niveau. Donc c'est pas... je pense qu'il faut... il faut éliminer justement cette tendance à faire des discours un peu démagogiques, à éliminer le baccalauréat, à éliminer le redoublement, à éliminer et à suivre ou imiter des pays qui sont sous contrôle. Quand on n'est pas sous contrôle, il faut pas éliminer ce qui existe. Et l'autre chose aussi, je pense que ce ministre-là qui a éliminé cet examen de certificat ne sait rien du tout au niveau de la sociologie du pays, parce que les 3/4 des écoles, toutes les écoles presbytérales s'arrêtent au certificat. Pas mal d'écoles, il y a 3000 écoles presbytérales, 3000 petites écoles protestantes qui n'ont que fait 6 classes. C'est-à-dire aujourd'hui, ces enfants-là, depuis 2014 je crois, ou 2015, ils sortent de l'école, ils n'ont pas un papier. Donc ils sont encore plus démunis par rapport au pays. Vulnérables. Et puis, ils n'ont rien qui les rattache à Haïti. Avant, c'était un diplôme, le certificat d'études. J'ai eu mon certificat. Voilà, on a le certificat d'études et il y en a qui ne s'arrêtent que là. Donc, quand on dépouille les enfants du seul petit papier, ils n'ont même pas d'acte de naissance parfois. Et ils vont avoir ce papier-là qui dit qu'ils ont fait 6 classes et après, ils pourraient aller faire un métier. Ils n'ont même pas ça. Mais d'après vous et Josette, mais pourquoi les dirigeants d'éducation nationale n'ont pas ce bon sens-là? Ce que vous venez de dire là, c'est du bon sens. Mais ils ne sont pas des enseignants non plus. Ce ne sont pas des spécialistes de l'éducation. Hein. Vous êtes en train de dire que c'est des politiques. Il y en a beaucoup, ce sont des politiques qui ne sont pas qui ne sont pas dans la pédagogie. Parce que la pédagogie, c'est comme si vous allez... pourtant, vous les rencontrez souvent. Oui, mais je sais aussi que beaucoup ne sont pas dans une recherche d'efficacité, dans une recherche. Il y a beaucoup de beaux discours, mais j'en ai pas rencontré beaucoup qui avaient vraiment une conscience de l'état de la situation. Parce que l'état de l'éducation en Haïti, c'est vrai que c'est grave.
Et est-ce qu'on peut dire que dans ce domaine-là, nous sommes en train de retourner en arrière? Oui. Oui, parce qu'avant, il y avait les écoles normales. Avant, il y avait des endroits où, moi, quand j'ai enseigné à l'école Saint-François d'Assise et à Port-au-Prince, après avoir fait Élie Dubois. Vous êtes Élie Duboisienne. Je suis Élie Duboisienne. Et j'ai vu ce que ça veut dire. Enseigner, c'est un métier, c'est une profession. Et vu ce qu'on paye aujourd'hui aux enseignants, et par exemple les écoles publiques en Haïti, normalement, on doit être diplômé d'une école normale pour enseigner. Mais ce que font les enseignants, beaucoup, vont enseigner dans le privé et laissent à quelqu'un qui n'a aucune formation en donnant la moitié de leur salaire pour enseigner. Donc les enfants n'ont rien. Moi, je fais un plaidoyer et j'aimerais avoir beaucoup plus de gens avec moi pour faire un plaidoyer pour dire il faut rétablir le métier d'enseignant, mais aussi il faut que ces enseignants-là soient bien payés, bien considérés pour qu'ils puissent rester. Vous savez qu'en Finlande, par exemple, le métier d'enseignant, l'enseignant touche plus qu'un médecin. Oui. En Corée du Sud, à Singapour, dans des pays comme ça, on n'a pas un bon système d'enseignement comme ça non plus, hein, pour rien. Okay. Vous voyez la façon dont on traite les enseignants. Ce sont des pays qui sont devant aussi dans la protection. Exactement. Et je dirais un petit mot par rapport à la langue. Quand on dit, il y a beaucoup de démagogie, par exemple, pour dire qu'il faut enseigner en créole. Moi, je suis convaincu qu'il faut aussi enseigner en créole. Mais vous êtes plus nuancé. Mais il faut enseigner dans les deux langues du pays. Nous sommes un pays bilingue. Et il faut enseigner même l'espagnol et d'autres langues autour. Mais quelle que soit dans la langue qu'on choisit d'enseigner, si on n'a pas de bons enseignants, eh ben on est en train de faire de la démagogie. Parce que enseigner, c'est pas la langue. Enseigner, c'est une pédagogie, c'est une maîtrise déjà de la matière qu'on doit enseigner et c'est une maîtrise de la pédagogie. Alors Josette, on sait très bien que vous êtes très attaché à tout ce qui est nouvelle technologie, numérique, tout ça. Mais en ce qui concerne Haïti, là, vous avez perdu la bataille parce que bientôt là, c'est ChatGPT dans les écoles. Non, au contraire. On n'a pas perdu la bataille du tout. Au contraire, justement, cette semaine, je suis dans un congrès sur ChatGPT, comment l'intelligence artificielle, justement, peut nous permettre d'améliorer encore et d'aller plus loin dans l'éducation. Donc, c'est quelque chose à maîtriser, c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur, mais si on n'a rien à la base, c'est pas ChatGPT qui va nous apporter la solution. Mais ChatGPT va nous permettre justement d'améliorer, d'aller plus vite et plus loin dans la pédagogie justement. Mais il faut apprendre à l'utiliser, il faut apprendre avec beaucoup de recul aussi, hein, avec beaucoup d'apprentissage, de temps d'apprentissage pour ne pas faire n'importe quoi. Mais au contraire, ChatGPT pour l'enseignement va être un appui très utile, surtout dans un pays où on manque comme ça d'enseignants qualifiés, où on manque. Vous voyez, nos cours, par exemple, on est en train de les mettre sur d'autres supports maintenant pour que les enfants puissent apprendre seuls, puissent apprendre par eux-mêmes aussi. Donc on a besoin aussi de ça, donc on aura plus de facilité demain avec des gens formés, de former en masse les gens. On pourra peut-être sortir de cet analphabétisme chronique et de cette misère, je dirais, éducative grâce à tous ces instruments-là. Voilà. Alors, Josette Buffire, le Salon du Livre, c'est le week-end du 29 et 30 novembre 2025. C'est toujours à la mairie du 15e arrondissement de Paris. De 10h à 19h. Alors, samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Et samedi soir, il y a la soirée culturelle qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Donc il faut déjà s'inscrire en ligne pour acheter sa place parce que l'année dernière, on a dû refuser des gens parce qu'ils n'avaient pas réservé. Okay. Donc tout ça sur le site salondulivrehaïtien.com. On va tout vous mettre pour que vous puissiez vous inscrire déjà aussi et avoir votre billet pour samedi soir. Voilà. Alors, Jean-Claude, un dernier mot sur le Salon du Livre.
Bon, ça ne peut pas être le dernier mot, parce que le dernier mot, il n'est pas encore écrit. Non, pour notre émission, voilà. Pour celles et ceux qui nous écoutent. Voilà. En tout cas, le Salon du Livre est devenu plus qu'un salon, c'est devenu un événement où les gens se donnent rendez-vous pour manger ensemble, pour discuter d'autres sujets. Voilà, donc c'est aussi l'occasion, enfin, on pense aussi que les enfants ont leur place. Donc il y a un coin livre pour enfants, il y a les ateliers du dimanche après-midi aussi pour qu'ils s'accoutument à écrire des contes en créole, etc. Donc c'est devenu, autour du Salon du Livre, je dirais il y a plein de choses qui vivent et il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, mais que les gens amènent et ils amènent leurs amis et ils discutent de nouveaux projets. Donc si vous avez des projets pour Haïti, invitez vos amis à venir déjeuner au Salon du Livre et vous aurez le temps d'y passer quelques heures. Voilà. Une question à vous deux. Comment vous voyez ça? Un pays qui va de crise en crise politique, chaque année on a des crises plus accès. Et puis curieusement ce pays-là donne toujours des grands écrivains, des grands poètes. Comment vous voyez ce paradoxe haïtien? Un pays toujours qui est dans la permanence des crises politiques sans fin et en même temps produit des grands écrivains que beaucoup de pays aimeraient avoir. Comment vous expliquez ce paradoxe? C'est vrai que c'est un grand paradoxe. Alors, souvent on dit, il y a une formule maintenant où on dit que Haïti c'est un pays d'échantillons. Mais je pense que justement au niveau de la littérature, on a plus que des échantillons. On a quand même, au niveau de l'art en général d'ailleurs, vous vous rappelez quand Malraux est arrivé en Haïti, il a ajouté un chapitre à son livre, L'intemporel, pour dire on est un peuple de peintres. Donc Haïti, et c'est ça qui nous fait le plus mal, c'est que Haïti c'est un peuple qui a une capacité, qui a une imagination, qui a une force extraordinaire, mais qui n'a jamais eu de leadership capable de la mettre là, de soulever, de la mettre là où elle doit être. Donc Haïti, c'est vrai que la remarque que tu fais là, c'est une remarque à prendre en compte parce que, et c'est ça qui doit nous donner de l'espoir aussi, parce que Haïti n'est pas rien. Haïti, c'est quelque chose on a des bases pour remettre, c'est un soft power, par exemple, la littérature. Et c'est pour ça qu'on maintient ce salon aussi. Et avec Yannick Laens qui vient d'avoir ce prix-là de l'Académie française, qui était au Goncourt. On a eu l'année dernière Mackenzie Orsel, l'année d'avant, qui a failli être au prix Goncourt. On a eu d'Alembert aussi. On a eu plein de prix. Donc, ça parlait de Daniela Ferrière. Et donc, on a une puissance c'est une énigme. On a une puissance que n'ont pas des pays, même beaucoup plus lettrés que nous. Donc on a des points, c'est sur ces forces-là qu'on devra rebâtir le pays. Donc je pense que ça donne aussi un espoir, et même si ça soulève des questionnements. Et moi, c'est ça qui me donne espoir aussi. J'ai dit on a de quoi se lever, on a de quoi, des points forts sur lesquels s'appuyer pour rebâtir ce pays. Jean-Claude et Josette Bouffayer, merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous rappelle que le Salon du Livre haïtien à Paris, c'est samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025 de 10h à 19h. C'est toujours à la mairie du 15e arrondissement de Paris. Venez nombreux car il y aura matière. Je vous laisse et à bientôt. Merci. Et je vous souhaite un très bon Salon du Livre 2025. Merci Banguet, merci H-Live de nous avoir aussi bien reçus. En tout cas, c'était merveilleux. Alors, on espère que Yannick Laens sera là au Salon du Livre, car on l'attend pour l'inviter, pour venir parler de son dernier livre sur H-Live. Et nous avons aussi Thibaut Sac, le Code de la paix, qui sera bientôt notre invité. Ce sera notre prochain invité sur la chaîne de la communauté, la chaîne de télévision H-Live. Merci et à bientôt.